moi, je vais vous parler brièvement un petit peu de la Fondation Arthrose. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, enfin, je suis sûre d'ailleurs que quelques-uns la connaissent, mais pas tout le monde. Et donc voilà, je vais vous dire quelques mots dessus. Et donc, la Fondation Arthrose est une fondation qui a été créée en 2015. Donc on va bientôt avoir 10 ans l'année prochaine. Et donc voilà, c'est une fondation privée qui a été créée donc, en juillet par des professionnels de la santé, mais aussi donc, des scientifiques et des patients. Donc on s'est mis autour de la table et on s'est dit, tiens, l'arthrose, c'est pas tellement bien financé, on n'est pas bien reconnu dans le domaine de la recherche, ça manque un petit peu de soutien, et on s'est dit, pourquoi pas créer une fondation. Enfin, surtout le président de la fondation, le professeur Henretta, mais on était tous avec lui. Alors c'est une organisation donc, sans but lucratif qui a pour but de lutter évidemment contre l'arthrose, mais aussi les maladies associées. Et donc on réalise des actions de nature pédagogique, scientifique, philanthropique et humanitaire. Alors, dans nos missions essentielles, on a évidemment l'information, parce que s'informer, c'est déjà voilà, prendre soin de soi et de sa santé. Donc, l'information du grand public, donc des patients, mais aussi des professionnels de la santé, des médecins traitants, des kinésithérapeutes, donc sur l'arthrose en particulier et tous les nouveaux traitements. Il y a aussi donc, une campagne de dépistage et de prévention de l'arthrose pour justement mieux diagnostiquer, pour traiter le plus tôt possible, donc de voilà, prévenir la maladie. On a aussi comme objectif de défendre les intérêts des patients auprès des instances publiques et des instances concernées. Et il y a aussi une grosse partie donc, de notre mission qui consiste à soutenir la recherche préclinique et fondamentale dans le domaine de l'arthrose, et notamment par l'attribution de prix et bourses. Donc, dans nos principales activités, celle dont on n'est pas peu fier, je dois vous l'avouer, c'est justement la coordination et l'organisation, donc chaque 17 septembre, de la journée mondiale de l'arthrose, une journée donc entièrement dédiée à l'arthrose et aux maladies associées, et qui a pour but donc d'informer notamment, mais aussi donc de soutenir la recherche. Donc, il y a l'attribution de prix et de bourses donc pour les chercheurs dans le domaine, bien évidemment. On participe aussi à des groupes de travail au niveau européen. Donc, de plus en plus, on est sollicité par des partenaires européens pour pouvoir donner un avis d'experts dans le domaine. Et on a participé également à la rédaction et à la diffusion des premières recommandations nationales concernant l'arthrose, et aussi donc à l'élaboration du tout premier Conseil européen des patients qui vient de voir le jour et qui se met donc tout doucement en place. Donc là, c'est vraiment rassembler différentes associations dans des pays européens pour créer un petit peu un réseau plus international. Alors, il y a aussi l'élaboration de critères de qualité, notamment dans l'arthrose du genou, et donc pendant la prise en charge de l'arthrose, et également donc, la gestion d'enquêtes pour mieux cerner les besoins, les nécessités pour les patients, en particulier leurs attentes par rapport au traitement, par rapport à des associations comme la nôtre. Et puis, donc, différents challenges qu'on a déjà mis en place, et notamment un pour pouvoir bouger, se mobiliser, parce que vous l'aurez compris, ça fait partie des traitements de l'arthrose. Et aussi donc, voilà, l'organisation de groupes de parole pour permettre à des personnes qui souffrent d'arthrose ou qui connaissent des personnes qui souffrent de pouvoir parler de la maladie, d'avoir une information claire, précise là-dessus. On parle aussi parfois de tous les aspects psychologiques de la douleur chronique, par exemple. Et donc quelques chiffres quand même pour illustrer un petit peu tout ce qu'on a pu mettre en place depuis la création de la Fondation. Donc on a 5 prix et bourses par an qu'on remet à des chercheurs, 2 qui récompensent plutôt la carrière de chercheurs internationaux dans le domaine donc, de l'arthrose, un qui encourage plutôt un jeune chercheur, et là c'est mis en collaboration avec la Fondation Léon-Frédéric, un jeune chercheur donc, dans la recherche fondamentale ou appliquée. Et puis 2 bourses de mobilité pour permettre à des chercheurs ou des médecins de pouvoir participer à des congrès ou parfaire leur formation à l'étranger.
On a déjà distribué plus de 100 000 € à 21 lauréats et on a quand même donc, quelques personnalités qui nous soutiennent aussi, donc des parrains et des marraines qui essayent de diffuser avec nous un maximum d'informations par rapport à tout ça et plus de 35 ambassadeurs internationaux actuellement. Et puis, on organise aussi des conférences. On en a déjà un peu plus de 50 à notre actif sur justement l'arthrose pour le grand public et puis aussi, comme je le disais tout à l'heure, aux professionnels de la santé. Et alors, on a créé des petites fiches d'information et des vidéos avec des conseils pour les patients pour mieux vivre avec son arthrose, mieux connaître les différents traitements, notamment quels exercices physiques réaliser aussi. Donc là, on nourrit le site progressivement avec les conférences. Et donc, on a un peu besoin de vous aussi. Et donc, si vous avez envie, à un moment donné, d'utiliser vos connaissances sur la maladie et votre expérience pour aider d'autres patients qui souffrent d'arthrose, si vous souhaitez améliorer la pratique médicale ainsi que la politique de santé, ou encore que vous avez envie de participer à la création d'une association de patients, il ne faut pas hésiter à vous manifester, à nous rejoindre, et pourquoi pas devenir patient expert ou patient référent pour pouvoir vraiment être un peu en lien entre les patients et le corps médical et pouvoir donc participer à une dissémination d'informations claires, réaliser des activités au profit de la fondation ou des activités de soutien pour les autres. Donc voilà, merci. À vous et donc n'hésitez pas si vous en avez envie à visiter ensuite le site et pour avoir donc d'autres informations complémentaires. Et donc je passe la parole au professeur Henretin qui va nous parler du sport et de l'arthrose. Merci Madame l'administratrice déléguée. Alors j'avais prévu quelques mots gentils pour la députée Madame Firquet, mais malheureusement elle a dû nous quitter, donc je compte sur vous pour lui faire le message et surtout saluer évidemment les efforts qu'elle fait depuis de nombreuses années pour la santé des Liégeois. Et je pense que c'est très important et vous allez comprendre au cours de mon exposé que l'information, c'est le début du traitement, c'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique et ça participe évidemment à améliorer la santé des personnes. Alors, je vais vous exposer l'arthrose, on va parler de sport, mais Adam sera là évidemment pour mettre plus l'accent sur ce sujet. Je vais commencer par vous rappeler quelques notions évidemment de base concernant cette pathologie. Alors, donc l'arthrose, ce qu'il faut savoir, c'est, et j'aimerais lancer 3 préambules, c'est que ce soir, je ne vais pas vous apporter une petite pilule miracle, d'accord ? Donc, n'espérez pas, au terme de cet exposé, avoir une prescription médicale avec le médicament miracle qui traite l'arthrose. Non, et probablement que ça n'arrivera pas de suite, parce que vous devrez, quoi qu'il arrive, être investi dans votre traitement. La deuxième chose, c'est que l'arthrose n'est pas une fatalité. Alors, il faut lutter contre cette pathologie. Ce n'est pas parce qu'on a de l'arthrose que nécessairement on va se retrouver en chaise roulante. Il y a des choses à faire. Il y a des traitements non pharmacologiques qui fonctionnent et on va en parler ce soir et j'espère vous convaincre, en tout cas, que bouger fait partie de cette action thérapeutique. Alors, la troisième chose, c'est que nous ne sommes pas des magiciens. Souvent, les patients attendent de leur thérapeute, évidemment, des solutions miracles. Non, il faut évidemment, dans le cas, en tout cas, de l'arthrose, qu'il y ait un consensus entre le patient et son thérapeute et que vous vous engagez dans votre guérison, dans votre traitement. Alors, la première question, vous vous posez peut-être depuis quelques années, finalement, est-ce que je souffre d'arthrose? Alors, c'est très simple, et le message que je veux faire passer, le premier message important, c'est qu'il ne faut pas 36 examens radiologiques pour faire un diagnostic d'arthrose. Ce soir, vous allez pouvoir diagnostiquer votre arthrose. Si vous avez plus de 45 ans et 3 signes, 3 symptômes, vous avez 99% de chances qu'on va trouver de l'arthrose en radiologie sur une radiographie. Alors, quels sont ces signes? D'abord, la douleur. Alors, c'est une douleur qui est généralement mécanique. Ça veut dire qui va apparaître quand vous allez bouger et qui va diminuer au repos.
sauf lors de certaines poussées, qu'on appelle des poussées inflammatoires, où là, la douleur peut apparaître même au repos. Mais donc en général, c'est une douleur mécanique de mouvement. Deuxièmement, c'est la présence de raideur matinale. Je parle évidemment des articulations qui seront un peu plus raides le matin au réveil. Ah, je vois que vous êtes avec moi ce soir, merci. Et puis aussi, évidemment, des craquements. Donc vos articulations vont commencer à faire du bruit. Ça, ce sont les trois symptômes. Les trois signes, ce sont des déformations. Et ça, d'ailleurs, il est probable que dans un avenir proche, on puisse diagnostiquer ou prévenir l'arthrose, la prédire, en évaluant les changements de grosseur de vos os. Des extrémités osseuses. C'est ce qu'on appelle les déformations des extrémités osseuses, une diminution de l'amplitude articulaire et puis des gênes fonctionnels au cours des gestes de la vie courante. Vous avez ça, 99% de chances que vous ayez de l'arthrose à la radiographie, donc ne vous précipitez pas dans un hôpital pour faire des radios. C'est souvent inutile, sauf évidemment pour vous préparer à une opération ou pour exclure d'autres diagnostics. Alors, si vous avez ces signes et symptômes, vous n'êtes pas seul. Donc c'est déjà rassurant. Il y a 595 millions de personnes, donc à peu près 600 millions maintenant de personnes qui souffrent d'arthrose dans le monde, et j'insiste, qui souffrent, donc qui ont mal de leur arthrose. Et donc ça a évidemment posé un problème, on en reparlera. Il y a essentiellement des femmes, ça touche 2 fois plus les femmes, et les articulations les plus touchées, c'est l'arthrose de la main, les articulations des mains, et l'articulation du genou. C'est pour ça d'ailleurs que l'on fait souvent des études sur l'arthrose du genou. Alors un chiffre important, c'est que ça ne touche pas que les jeunes. 30% des personnes qui souffrent d'arthrose ont moins de 45 ans. Alors c'est important parce que ce sont des personnes encore actives, non seulement professionnellement, mais aussi ce sont dans beaucoup de cas encore des personnes sportives qui ont des loisirs. Et donc ça évidemment, ça attire beaucoup notre attention, nous en tant que thérapeutes, puisque de plus en plus nous avons une patientèle qui est jeune et nous devons donc répondre à une autre question, c'est qu'on doit rendre les personnes arthrosiques performantes pour leur activité physique, notamment le basketball. Mais dans le cas de la députée, je vous avoue que je ne savais pas si je pourrais y arriver. Allez, blague à part. Donc, ce chiffre, évidemment, ne va pas arrêter de grimper. Et c'est ça le gros problème. Puisque, regardez, ceci, c'est le compteur de la population mondiale. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a déjà 173 000 personnes de plus dans le monde. Et donc, ce qui veut dire qu'en 2050, nous serons 9,8 milliards et que 16% de la population aura plus de 65 ans, donc sera la population particulièrement affectée par l'arthrose. Alors, ça pose évidemment un problème puisque les scientifiques estiment qu'en 2050, 1 milliard de personnes souffriront de cette maladie. C'est un véritable tsunami. Et c'est d'ailleurs notre préoccupation, et c'est pour ça que nous avons créé un Conseil européen des patients, avec l'aide de l'Union européenne, pour justement essayer de réfléchir à comment préparer non seulement les professionnels de la santé, mais aussi les autorités politiques à ce tsunami, parce que vous imaginez que le coût va être important, et surtout va créer de nombreuses inégalités entre les pays et les individus en termes d'accès aux soins de santé. Par exemple, un chiffre, aux États-Unis en 2021, l'arthrose, en coût direct et indirect, représentait 137 milliards de dollars. En 2050, vous faites x2. Donc, c'est à peu près 2% du produit intérieur brut des pays. Donc, il y a un véritable enjeu socio-économique. J'ai l'impression de me présenter aux élections dans quelques semaines. Donc, parlons maintenant de l'arthrose. L'arthrose est une pathologie des articulations et vous avez peut-être appris dans d'autres conférences que l'arthrose touchait le cartilage. C'est ce tissu bleu qui recouvre les extrémités de vos os. Alors ce tissu, il est très important parce que c'est un tissu de tampon qui fait que lorsque vous bougez, vous n'avez pas mal. Si on retire ce tissu, les os sont en contact et donc tous les mouvements deviennent douloureux. Mais l'arthrose
ce n'est pas que le cartilage. Et donc, de plus en plus, les chercheurs s'intéressent à ce qui est rouge ici et qui est épaissi, c'est la membrane synoviale qui est enflammée, et c'est ça qui provoque des douleurs, notamment nocturnes, lors des poussées inflammatoires. Et puis, vous avez aussi des excroissances osseuses, qu'on appelle les ostéophytes, et puis vous avez également des lacunes dans les os, qu'on appelle des kystes. Vous avez également la capsule articulaire qui va être épaissie. Enfin, tout ça va être évidemment responsable de la douleur. Et là, c'est un enjeu, et qui va probablement nous permettre de progresser, c'est qu'on identifiera beaucoup mieux à l'avenir l'origine de la douleur. Et donc, on pourra beaucoup mieux soigner les patients. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des chirurgiens orthopédiques dans la salle. Enfin, j'espère que non, autrement je ne serai colloqué ici. Mais sachez qu'on opère trop, on met trop de prothèses. Et le problème, c'est que la raison, c'est qu'on n'identifie pas la bonne cause de la douleur chez les patients. Et donc, on regarde une radiographie, on dit, voilà, vous n'avez plus de cartilage, et on va vous mettre une prothèse. Mais ce n'est pas le bon raisonnement. Il faut savoir d'où vient la plainte du patient. Juste pour vous citer un exemple, moi, on m'a diagnostiqué une arthrose de grade 4, donc le grade le plus sévère au genou gauche il y a 15 ans. Mes copains chirurgiens continuent à courir derrière moi dans les couloirs. Je n'ai toujours pas de prothèse. Et je n'ai pas mal à mon genou. Donc, on réfléchit bien avant de passer sur le billard. Alors, donc, l'arthrose, elle est caractérisée par la perte de ce tissu qu'on appelle le cartilage, qui est le tissu blanchâtre. Vous avez tous, évidemment, un jour mangé du poulet. Vous avez pu remarquer qu'il y avait ce tissu nacré sur les extrémités osseuses. Et donc, ce cartilage, il va progressivement disparaître et laisser apparaître l'os. Ce sont les petites zones mauves que l'on voit ici. Et la raison, les deux raisons essentielles à ce changement, c'est évidemment le vieillissement. Alors, je laisse aux messieurs quelques minutes pour intégrer l'image d'une éponge à faire la vaisselle, qui, comme vous pouvez le constater, au bout d'un certain temps, va se dessécher. Et donc, le cartilage, c'est la même chose. Donc, c'est comme une éponge qui perd ses propriétés mécaniques d'amortissement des contraintes liées au vieillissement. Et puis aussi, ce cartilage, il va disparaître suite à l'usure, exactement comme un pneu sur la route. Le pneu va progressivement se détruire. Malheureusement, dans le cas de l'articulation du cartilage, on ne sait pas encore le remplacer. Alors, donc, un autre message, c'est que, évidemment, et vous l'avez compris, la raison pour laquelle vous ne devez pas vous précipiter chez les chirurgiens, c'est qu'il y a d'autres raisons, d'autres causes à la pathologie, et notamment les membres qui vont se déformer. Comme vous pouvez voir ici, on a un genou valgus, donc les genoux qui vont vers l'intérieur. On a également une faiblesse musculaire, et ça on va en parler beaucoup ce soir. Les muscles, les muscles, les muscles. Mon slogan électoral, c'est « plus de muscles, moins de graisse ». Ça, c'est le mot d'ordre ce soir. Alors, il y a aussi des contractures musculaires, il y a des inflammations au niveau des tendons, et puis il y a aussi des inflammations de ce qu'on appelle les bourses séreuses, ce sont les boursites. Et si vous avez un bon kinésithérapeute qui vous suit, il va regarder les compensations. Prenons par exemple le cas de cette patiente qui a de l'arthrose au genou. Mais cette patiente, elle se plaint d'avoir des douleurs au niveau des hanches. Le problème vient initialement de son genou, parce que l'arthrose du genou a engendré toute une série de compensations, ça veut dire que votre corps s'est adapté à votre arthrose, et finalement a déplacé les contraintes mécaniques vers d'autres articulations. Donc il faut toujours voir globalement le patient arthrosique et ne pas se focaliser sur une articulation. Alors le message suivant est tout aussi important. C'est qu'on sait maintenant que l'arthrose est associée à de nombreuses comorbidités. C'est quoi les comorbidités? Ce sont des maladies associées et qui généralement apparaissent avec le vieillissement, comme par exemple l'infarctus du myocarde, les ulcères au niveau de l'estomac et également ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire diabète, hypertension, obésité. D'accord ? Et donc, le fait d'avoir de l'arthrose,
c'est la première cause de sédentarité chez les adultes. Parce qu'on a mal, on ne bouge plus, on développe un tissu adipeux, on devient obèse, on développe un diabète, et donc on développe même des maladies cardiovasculaires, et donc bien souvent le point de départ, c'est la sédentarité liée à l'arthrose. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument faire de la prévention, absolument dès que vous avez les premiers signes, allez trouver un médecin, allez trouver un kinésithérapeute pour déjà commencer à renforcer votre musculature, à faire des exercices pour justement éviter que vous ne deveniez sédentaire. Alors, ce qui est évidemment inquiétant, c'est qu'on a plus de chances de mourir d'une pathologie cardiovasculaire si on souffre d'arthrose, et ça d'autant plus que le diagnostic est réalisé tôt dans la vie. Regardez, vous avez 1,78 fois plus, ou quasiment 2 fois plus de chances de mourir d'une maladie cardiovasculaire si vous souffrez d'arthrose. Donc c'est pour ça que j'aime dire que l'arthrose est une maladie mortelle et qu'il ne faut pas la sous-estimer. C'est une maladie grave, sérieuse, qu'il faut soigner. Et donc on sait maintenant évidemment qu'il y a un lien entre l'arthrose, le syndrome métabolique, et le lien évidemment entre les deux, c'est cette fameuse sédentarité qui nous pousse aujourd'hui à vous dire de nouveau, bougez, bougez, bougez. Alors l'arthrose, ce n'est pas qu'une maladie physique. Une étude réalisée d'ailleurs par la Fondation Arthrose a pu montrer que 81% des personnes qui avaient été interrogées se plaignaient d'avoir un mauvais moral. 44% souffraient de fatigue, se disaient beaucoup plus fatigués. 68% avaient des troubles du sommeil qu'ils attribuaient à leur arthrose. C'est énorme hein, quand même. Donc vous voyez que ça aussi, en soignant bien votre arthrose, vous pourrez améliorer. Et puis il y a aussi une modification de l'image de soi, parce que malgré tout, l'arthrose entraîne des déformations, un handicap, des boiteries, et donc tout ça, évidemment, donne un mauvais reflet de soi-même chez les patients. 25% sont altérés dans leur vie de couple et 32% dans leur vie sexuelle, et ça malgré les raideurs matinales. Donc, l'arthrose n'est pas une fatalité. Et je trouve que cette photo l'exprime très bien. Il y a des choses à faire. Et la première chose à faire, c'est de corriger les facteurs de risque modifiables. Tout à l'heure, je vous ai parlé du vieillissement et de l'âge. Ça, malheureusement, du vieillissement et des facteurs mécaniques. Ça, malheureusement, souvent, on ne sait rien faire. L'usure, on ne sait pas changer. Le vieillissement, on ne sait pas changer. Par contre, il y a toute une série de facteurs de risque qui sont modifiables. Et ceux-là, on peut les changer, on peut agir dessus. Ce sont les traumatismes articulaires. Vous êtes des parents, des grands-parents, quand vous avez des enfants, des petits-enfants qui ont des accidents sportifs, des traumatismes sportifs, avant qu'ils ne retournent sur le terrain, vous devez absolument veiller à ce qu'ils soient bien guéris de leur traumatisme, puisqu'on sait maintenant que ces traumatismes sont arthrogènes, déclenchent des arthroses dans les années qui suivent, dans les dizaines d'années qui suivent. Donc absolument bien traiter les traumatismes sportifs, et là je m'adresse évidemment à tous les encadrants sportifs dans les clubs sportifs. La surcharge pondérale, on va en reparler, mais évidemment vous avez compris que c'est une maladie aussi mécanique, donc plus on est lourd, plus les articulations des membres inférieurs, mais pas que des membres inférieurs, on va en reparler, seront soumises à des contraintes mécaniques. La faiblesse musculaire est également un facteur que l'on peut corriger. Alors il y a aussi des facteurs d'évolution défavorables, une douleur importante. Donc cela veut dire que ne vous laissez pas avoir mal. On sait maintenant que les gens qui ont très mal à leur arthrose évoluent défavorablement. L'arthrose va évoluer plus vite, vers des stades plus sévères. Donc il faut très rapidement corriger votre douleur, l'atténuer. La faiblesse musculaire, et là on va vraiment en parler ce soir, faire du muscle, ça aussi c'est un facteur qui peut être modifié, corrigé, et qui va freiner la progression de l'évolution. Et puis toutes les comorbidités, le diabète notamment, puisqu'on sait maintenant que le diabète peut aussi influencer la progression de l'arthrose. Donc là, on peut aussi agir sur ce genre de comorbidité. Donc la prévention peut être faite à tous les âges. Donc
arrêtons de dire qu'il n'y a rien à faire, il y a des choses à faire. Regardez, même au niveau natal, dépister par exemple les malformations, ce qu'on appelle les dysplasies, les malformations articulaires. On peut, je viens d'en parler, prévenir les lésions sportives, bien les soigner, maintenir et restaurer les performances musculaires, et ça dès l'adolescence. On peut prévenir les surcharges physiques au travail, pendant la vie active de l'adulte. On peut, au moment de la ménopause, éviter, corriger les prises de poids excessives, continuer à faire de l'activité physique. On peut aussi prévenir la sarcopénie, c'est-à-dire la perte progressive liée à l'âge du volume musculaire et de la fonction musculaire. Donc, à tous les âges, on peut être acteur de la prévention. Alors maintenant, parlons des traitements. Alors, un message vraiment important, et j'aimerais vraiment que vous reteniez ça, parce que quelque part, vous allez peut-être interroger votre médecin différemment quand vous irez à sa consultation, c'est qu'on ne peut pas dissocier les traitements non pharmacologiques des traitements pharmacologiques. Donc, en clair, mal soigner l'arthrose aujourd'hui, ce n'est donner que des petites pilules, donner que des anti-inflammatoires, que du paracétamol. Ce n'est pas comme ça que l'on soigne l'arthrose. Il faut associer ce traitement pharmacologique avec de l'éducation thérapeutique, on en a parlé, une gestion du poids et de l'activité physique. Les médicaments doivent servir à quoi? À favoriser la rééducation, l'activité physique, à ce que vous ayez moins mal et que vous repreniez cette activité physique. Et c'est à ça que ça doit servir. Et l'activité physique doit vous aider à diminuer le recours à tous ces antalgiques. Donc, indissociable. Il faut toujours utiliser les deux. Donc, allez chez votre médecin, allez chez votre kinésithérapeute. Alors, le changement de style de vie, ça veut dire quoi? Avoir une alimentation saine et équilibrée. Ça veut dire que, et pour le moment d'ailleurs, il y a de plus en plus d'études qui le démontrent, le régime méditerranéen semble être favorable et prévenir, en tout cas retarder la progression de la maladie et surtout agir sur les symptômes, à condition de pratiquer ce régime méditerranéen au moins 4 jours par semaine. Alors, le régime méditerranéen, c'est du poisson, c'est de l'huile d'olive, ce sont des légumes, des fruits, et heureusement, un petit peu de vin rouge. Il faut aussi perdre du poids. Perdre au moins 5% du poids. 5%. Donc, ça veut dire que si vous pesez 90 kg, ça veut dire 4-5 kg. Ce n'est pas énorme. Eh bien, vous savez que si vous perdez 5% de votre poids, l'effet sur la douleur de vos articulations, et je ne parle pas que de l'articulation du genou ou de la hanche, je parle aussi de l'articulation des mains, va être aussi importante que des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc ça vaut la peine. 5%, c'est quand même pas un effort insurmontable. Il faut pratiquer régulièrement une activité physique de loisir qui vous apporte du plaisir et réduire surtout les périodes d'inactivité. Par exemple, au travail, au lieu d'utiliser l'ascenseur, utilisez les escaliers. Alors, l'activité physique, il y a 3 types d'activités physiques qu'il faut pratiquer. D'abord, il faut faire des exercices structurés, des programmes structurés d'exercices. Ça, c'est généralement un kinésithérapeute qui va vous aider à faire ce programme qui sera adapté à vos besoins. Choisir une activité physique d'endurance, de loisir. Donc, il faut la choisir aussi en fonction de ce que vous aimez faire. Une gymnastique associant le corps et l'esprit, par exemple le yoga et le tai chi, vous savez que ça se répand beaucoup. Aux États-Unis, d'ailleurs, le Collège américain de rhumatologie recommande le tai chi dans le traitement de l'arthrose. Et pourquoi? Parce que ça va vous permettre de réduire votre tissu adipeux, d'avoir plus de muscles, moins de douleurs, d'éviter les maladies, d'améliorer votre bien-être. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt à se remettre en mouvement. Alors, les programmes d'exercices structurés, et donc, évidemment, je ne vais pas vous montrer des exercices, tous les types d'exercices, mais c'est pour vous sensibiliser, quand vous irez chez votre kinésithérapeute, vous pourrez juger s'il fait bien son travail. Parce que s'il fait bien son travail, il va vous proposer 2, voire 3 types d'exercices mentionnés ici. C'est-à-dire du renforcement musculaire, donc on va renforcer vos muscles. Il va faire des étirements, ce qu'on appelle des techniques myotensives, et il va faire aussi, ça c'est important, c'est de la reprogrammation neuromusculaire, c'est-à-dire faire en sorte que vos muscles entrent en activité au bon moment lors des mouvements.
Et donc, c'est important de travailler les trois aspects. Vous pourrez trouver sur le site de la Fondation Arthrose quelques exercices. Et d'ailleurs, pendant la période Covid, je me suis mis en scène et vous me retrouverez sur des petites capsules. Je vous montrerai des petits exercices. Mais donc, sachez qu'il faut absolument associer ces trois types d'exercices. Mais évidemment, vous savez qu'on est limité dans le nombre de séances de kinésithérapie en Belgique. Donc, l'objectif, c'est de ne pas vivre avec son kinésithérapeute, évidemment, hein. Et donc, progressivement, il faut organiser avec lui de l'autogestion, c'est-à-dire qu'il devra, avec vous, choisir des exercices que vous pourrez facilement faire à la maison. Et donc, pour augmenter votre adhérence à ces exercices, vous devrez choisir quand vous allez les faire, où vous allez les faire et comment vous allez les faire. Ça, ce sont des petits trucs qu'on peut donner pour améliorer l'adhérence au long terme de la pratique d'exercices physiques. Alors, l'activité d'endurance, ben là, il faut respecter ce que dit l'OMS. Alors, l'OMS, elle est quand même sévère. Hein, ça veut dire que ce n'est pas de la blague. Hein. Ça veut dire que vous devez pratiquer entre 150 et 300 minutes par semaine d'activité d'endurance modérée. Alors, regardez dans le tableau, c'est quoi une activité physique modérée? Donc, ce n'est pas aller faire du shopping à Médiacité. Hein, on est bien d'accord. Faire une activité physique modérée, c'est faire du vélo stationnaire à 50 watts, c'est marcher à 5,4 km/h, donc c'est nettement plus rapide que ce que vous pouvez faire à Médiacité, et du vélo de plaisance à moins de 16 km/h. Donc c'est quand même conséquent, 150 minutes par semaine. Vous pouvez aussi faire des sessions beaucoup plus intenses. Et alors à ce moment-là, vous pouvez réduire le temps. Mais une activité physique intense, c'est par exemple une course à pied à 6-10 km/h ou une course à pied au-dessus de 17,5 km/h si vous êtes entraîné. Donc c'est déjà une course jogging beaucoup plus rapide. Et puis, parfois, on fait la combinaison des deux. On alterne des sessions intenses avec des sessions moins intenses. Alors, le sport, puisque c'est quand même le thème de la soirée, est-ce qu'il faut pratiquer du sport? Ça, vous le savez, mais il ne faut pas pratiquer n'importe quel sport. Alors, évidemment, Madame la députée a lancé le débat. Je vous avoue que je vais m'inscrire aux conférences de la province de Liège, et notamment celle sur Alzheimer, parce que je ne me souvenais plus du tout de lui avoir parlé de ça, mais bon, je fais confiance en sa mémoire. Mais donc, il y a des sports, évidemment, qu'il faut éviter. Ce sont tous les sports accidentogènes, notamment le football. Le football, c'est l'exemple type du sport qui déclenche des arthroses 15 ans, 20 ans après l'arrêt de l'activité. Regardez ce graphique. 13% des footballeurs pro en activité souffrent d'arthrose. Et vous voyez que quand ils arrêtent, et ils ne sont pas très vieux, hein, ils ont 35 et 40 ans, vous voyez que 28% à 35-40 ans souffrent déjà d'arthrose. Donc, c'est quand même très important et donc il faut absolument, malheureusement, les footballeurs ne sont pas toujours bien encadrés, il faut vraiment faire très attention à ce sport si on veut éviter de l'arthrose. Donc, il y a des sports qui ne sont pas bons. Le rugby, vous l'avez compris aussi, c'est aussi accidentogène. Et donc, depuis ce soir, le basket, vous savez aussi que c'est accidentogène. Alors, cependant, le sport peut être aussi une bonne chose. Et notamment, il y a une étude très intéressante qui a démontré que courir régulièrement, vous voyez, permettait de diminuer non seulement l'incidence, donc l'apparition d'arthrose, mais aussi le remplacement, la pose de prothèse totale de hanche. Mais vous voyez que cet effet n'apparaît que si on fait une activité à une certaine intensité, celle que je vous ai décrite tout à l'heure. Hein. Donc, ce n'est pas simplement faire le tour du pâté de maison. Hein. Donc, c'est vraiment faire une activité physique continue. Et bien, vous voyez qu'on peut diminuer de 50% le risque de prothèse de hanche. Je vous défie de trouver un médicament qui, au jour d'aujourd'hui, vous permet d'atteindre ces résultats. Alors, faut-il encore pratiquer du sport dans des bonnes conditions? Je vous ai parlé tout à l'heure de mon cas, arthrose que j'ai déclenchée à 45 ans. Donc maintenant, si vous avez été attentif, vous savez quel âge j'ai. Et donc, je l'ai déclenchée comment? En courant sur le Ravel, à Tilff, le long de l'Ourthe. Avec, malheureusement, à 45 ans, je venais d'avoir des enfants, j'étais un peu sédentaire, je n'aidais pas beaucoup madame à la maison, et donc j'ai pris du poids,
Et j'ai été courir en me disant, ben, maintenant il faut que je change mon style de vie. Évidemment, surcharge pondérale, sol dur, ben, j'ai déclenché évidemment mon arthrose, j'ai fait une fracture du plateau tibial, ce qui a d'ailleurs permis de faire le diagnostic de cette arthrose sévère. Donc il ne faut pas faire évidemment ce que j'ai fait. Si vous reprenez une activité physique, comme par exemple la course à pied, il y a des conseils à suivre. 1, il faut perdre du poids. 2, il faut aller voir un kinésithérapeute pour refaire du muscle, se préparer sa musculature, corriger éventuellement les déformations. Il faudra évidemment avoir un programme progressif avec un réentraînement et il faudra aussi bien se chausser, avoir des chaussures avec des semelles amortissantes et des chaussures adaptées évidemment à votre statique. Alors les activités d'endurance qui sont recommandées, c'est évidemment le vélo. Ça, le vélo, c'est vraiment le sport à recommander pour toutes les arthroses du membre inférieur. Il y a la marche nordique, ça c'est très bien aussi parce que les bâtons permettent d'éviter les déséquilibres, surtout chez les personnes plus âgées ou qui ont d'autres pathologies associées. Mais n'hésitez pas, et quel que soit l'âge, à reprendre du jogging. Ce n'est pas parce qu'on a 70 ans qu'on ne peut pas courir. Hein, si vous n'avez pas de raison médicale qui vous interdise, vous pouvez vous fixer ce genre d'objectif. La natation, c'est évidemment très bien puisque les articulations sont en décharge. Et pendant les périodes hivernales, n'hésitez pas, si vous n'avez pas envie de sortir, à aller dans un centre de fitness et vous pratiquerez tout ce qui est exercice en chaîne fermée. C'est-à-dire que vous allez faire une boucle avec la machine, vous allez être solidaire de la machine. C'est par exemple le vélo elliptique, c'est le vélo statique. Tout ça, ce sont des exercices en chaîne fermée. La presse, vous savez, quand on doit pousser contre un plateau, pousser des poids, ça, c'est aussi des exercices en chaîne fermée. Ça, vous devez faire parce qu'on sait que ce sont des exercices qui sont moins traumatisants pour les articulations. Donc, en tout cas, ce qu'il faut éviter, c'est ceci, c'est d'être convaincu qu'on fait de l'activité physique parce qu'on va promener son chien en parlant aux 3 voisines de droite et aux 3 voisines de gauche. Et puis, il y a les exercices qui associent le sport et le corps et l'esprit. Et donc, il y en a 2 évidemment qui sont à la mode et que je vous recommande, hein, si c'est ce que vous aimez. Et c'est d'ailleurs très utile chez le patient arthrosique, le yoga et le tai chi, parce que vous allez travailler la souplesse, vous allez travailler la force, vous allez travailler le contrôle neuromusculaire. Vous savez que les muscles s'activent au bon moment quand vous bougez. Vous allez travailler votre équilibre, vous allez aussi travailler la relaxation, la respiration. Donc, il n'y a vraiment que de bons éléments dans la pratique de ces activités. Alors, je ne vais pas non plus, même si on est en période électorale, vous vendre n'importe quoi. Il est un fait que quand vous allez commencer, vous êtes arthrosique, j'en sais quelque chose, quand vous allez commencer à aller faire votre jogging, il est un fait que les premières centaines de mètres, vous allez avoir un peu mal à vos articulations. D'accord ? Ça, c'est normal. Et puis, généralement, ce qui se passe, c'est que quand vous avez couru le premier kilomètre, les douleurs disparaissent parce que votre corps va sécréter des bonnes hormones, de l'endorphine, de la sérotonine, etc., pour justement contrôler votre douleur. Et puis, quand vous allez arrêter, généralement le lendemain, vous allez avoir du mal à sortir du lit, vous allez avoir du mal à vous lever de votre fauteuil, parce que vous allez avoir un peu plus mal aux muscles et aux articulations. Pas de panique. Tout ça, avec l'entraînement, va progressivement s'estomper. Et ce que je vous recommande, c'est de gérer cette douleur aux différents moments de l'activité physique. Comment ? Eh bien là, en ayant recours à un anti-inflammatoire, peut-être avant de partir faire du sport, ou un antidouleur. Juste après, si vous avez trop mal pendant, évidemment, vous arrêtez. Hein, si la douleur devient insupportable, vous arrêtez. Et puis après l'activité physique, en tout cas au début de votre entraînement, prenez aussi un petit anti-inflammatoire pour diminuer la douleur. Donc vous pouvez gérer ça aussi avec l'aide de votre médecin pour que l'activité physique ne soit pas une barrière, que la douleur, ne soit pas une barrière à l'activité physique. Donc il ne faut pas se dire « Oh, la dernière fois, j'ai eu mal, maintenant c'est terminé, les conseils du prof Orota, il est bien gentil, mais moi, j'ai eu mal en faisant mon activité physique. » Vous aurez mal, mais vous allez pouvoir gérer cette douleur. Alors maintenant, parlons des traitements pharmacologiques, hein, puisque je sais que vous êtes intéressés par cela aussi. Alors vous avez compris qu'on a très peu d'outils pharmacologiques pour vous aider. Et toutes les recommandations sont unanimes pour dire
que la première chose qu'il faut faire, et d'ailleurs la seule chose qui est vraiment recommandée en numéro 1 en termes de pharmacologie, ce sont les anti-inflammatoires en topique, qu'on l'on masse. On masse le genou, on masse les doigts quand on a très mal. Il faut absolument limiter le recours aux anti-inflammatoires oraux qui donnent de nombreux effets secondaires cardiaques, gastro-intestinaux. Il faut vraiment éviter ça. Et donc, vous devez vraiment, avec votre médecin, gérer l'utilisation des anti-inflammatoires. Quand vous êtes en poussée, on prend des anti-inflammatoires pendant une semaine, puis on arrête. Et on soigne avec d'autres moyens non pharmacologiques ou même d'autres moyens pharmacologiques que dont je vais vous parler. Donc, il faut éviter ce recours systématique aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, il y a d'autres produits qui ont une action lente sur la douleur. Donc, c'est moins rapide qu'un anti-inflammatoire, mais qui peuvent vous aider. Alors, Cocorico, ce que vous allez voir que Liège est quand même en bonne position en termes d'innovation. Hein. Vous savez que, par exemple, le produit qui est le plus vendu en Belgique actuellement vient de mon laboratoire et c'est à base d'extraits de curcuma longa et de Boswellia serrata. Donc ça, ce sont des extraits de plantes qui ont des propriétés anti-inflammatoires et qui peuvent aider à gérer la douleur. Vous avez aussi les insaponifiables d'avocat et de soja. Alors, pas n'importe lesquels. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut manger du curcuma tous les jours et qu'il faut manger de l'avocat. Sachez qu'il y a une industrie qui a extrait des principes actifs de cet avocat et qui en a fait un médicament. Hein, d'accord ? Voilà, je ne peux pas donner de nom, mais sachez que c'est une entreprise française. Et puis, il y a en Allemagne un produit, d'ailleurs notre laboratoire a contribué d'ailleurs au développement de celui-là aussi, c'est une combinaison d'enzymes. Et oui, des enzymes qu'on trouve, figurez-vous, dans l'ananas. L'ananas contient des enzymes qui vont faire en sorte que tous les médiateurs, enfin, beaucoup de médiateurs de l'inflammation vont être beaucoup plus vite éliminés de votre corps. Et donc, ça, c'est distribué en Allemagne uniquement pour le moment, mais sachez que c'est un peu une avancée, et on a pu étudier avec mon laboratoire comment ça fonctionnait. Et puis, vous avez à côté de ces traitements oraux des traitements qu'on injecte dans l'articulation. Hein, ça peut aussi vous aider, mais je répète, à condition de ne pas abandonner vos traitements non pharmacologiques et votre kinésithérapeute. Alors, il y a les corticoïdes, mais ça, il faut évidemment avoir recours avec modération. On n'injecte pas plus de 2 à 3 fois une articulation avec des glucocorticoïdes. Pourquoi ? Parce que les glucocorticoïdes vont avoir des effets délétères sur votre cartilage et sur les tissus d'articulation. Donc, il faut éviter d'injecter trop souvent vos articulations. Il y a un viscosupplément à base d'acide hyaluronique, c'est-à-dire que quelque part, on va un peu... Pour parler très simple, hein, on va remettre un composant de l'huile qu'il y a dans votre articulation, on va l'injecter dans votre articulation. Ça, c'est ce qu'on appelle la viscosupplémentation. Et puis, de nouveau, Cocorico, à Liège, il y a une entreprise, d'ailleurs, l'invention vient en partie de mon laboratoire, ce sont des implants liquides à base de chitosan, de champignons de Paris, figurez-vous. Et donc, cette industrie a développé un gel qu'on peut injecter dans les articulations, qui est en cours de développement clinique et certainement qu'on aura de plus de données dans les années à venir. Et puis, il y a le plasma enrichi en plaquettes. Alors ça, c'est merveilleux. On prend votre sang, c'est du vampirisme, on prend votre sang, on le centrifuge et puis on vous réinjecte les plaquettes dans votre articulation. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? En tout cas, je peux vous dire que c'est un placebo merveilleux. Vous imaginez, vous êtes chez votre médecin, vous voyez qu'il prend votre sang, qu'il le met dans une machine, qu'il centrifuge et qu'il le réinjecte. Rien que ça, vous allez mieux, non? Enfin, moi, j'ai mon impression. Donc, c'est encore en cours d'étude, c'est très contesté pour le moment, mais sachez que ça fait partie de l'arsenal thérapeutique. Et la façon intelligente de gérer tous ces traitements, c'est d'abord d'essayer de vérifier si vous répondez au traitement. Si vous ne répondez pas au traitement, ça ne sert à rien de vous injecter 36 fois du gel d'acide hyaluronique ou des PRP. Donc, c'est ça qu'il faut faire, c'est évaluer sur vous l'efficacité du produit, parce qu'on sait maintenant qu'il n'y a pas qu'un patient arthrosique, qu'il y a de nombreux patients arthrosiques. Alors, parlons de la prothèse. Vous savez qu'en clair, le message, bon, je ne me cache pas, on fait trop de prothèses. Voilà, je ne m'en cache pas. Sachez quand même qu'il y a 36% des patients qui ne sont pas satisfaits de leur prothèse, qui continuent à avoir mal
pendant de longues périodes après leur prothèse. Donc je pense qu'il ne faut pas se précipiter, il faut essayer beaucoup de choses avant d'aller chez le chirurgien. Et sachez quand même que, regardez, en 2019 en Belgique, c'était plus de 50 000 prothèses qu'on posait. Et vous imaginez, c'était quand on avait à peu près 1 million de patients arthrosiques en Belgique. En 2050, on aura pratiquement le double. Comment va-t-on faire pour gérer, évidemment, la pose de prothèses? Donc il faut absolument encourager l'innovation, il faut absolument avoir recours au traitement non pharmacologique. Alors, dans le futur, on va progresser dans le diagnostic. Plus on pourra vous diagnostiquer précocement, faire du dépistage, et plus vite on pourra mettre en place de la prévention et des traitements. Deuxièmement, on fera du phénotypage. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas qu'un patient arthrosique. Il faudra qu'on puisse les classer, tous ces patients arthrosiques, pour leur attribuer le meilleur traitement qui correspond à leurs caractéristiques. C'est ce qu'on appelle le phénotypage. Il va y avoir un produit antidouleur qui marche super bien, qui apparaîtra bientôt sur le marché. C'est un agoniste du récepteur TRPV1. Enfin, ceci, il y a des professionnels de la santé parmi vous. La thérapie génique. Alors là, la thérapie génique, ça évolue. Sachez qu'aux États-Unis, il y a 2 essais cliniques en cours avec de la thérapie génique. Évidemment, ça pose des problèmes aussi éthiques, la thérapie génique. Mais donc, sachez qu'on avance aussi dans ce domaine des biomatériaux qu'on appelle des orthobiologiques qui vont permettre d'aller remplacer le cartilage défectueux. Ça progresse beaucoup également. La thérapie cellulaire, là malheureusement, c'est un petit peu en train de retomber parce que tous les essais cliniques actuellement sont négatifs. Donc surtout un conseil, ne vous laissez pas injecter des cellules libres, des cellules souches libres dans votre articulation. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'après quelques heures, ces cellules souches ont disparu de votre articulation et on ne sait pas où elles vont. Donc, et en plus, maintenant, on sait que ce n'est pas super efficace, que ça n'est même pas efficace du tout. Donc, je sais qu'il y a des médecins qui le pratiquent. Soyez excessivement prudents avant de vous faire injecter ces cellules. Et puis, il y a le repositioning. C'est quoi? C'est qu'on va chercher des médicaments qui sont utilisés dans d'autres pathologies pour les administrer aux patients arthrosiques. Et notamment, pour le moment, il y a le développement d'une molécule qui est utilisée pour traiter le diabète, qu'on injecte dans l'articulation. Il y a une phase 1, une phase clinique un essai clinique de phase 1 qui est en cours pour le moment. Donc vous voyez que ça bouge, il y a des choses qui avancent, mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas isolément une de ces thérapies qui vous aidera. Il faut vraiment être multimodal, comme on dit, agir en associant différentes thérapies. Allez, bon programme, puisque ce sont les élections. Mon programme, c'est quoi? 1, plus de muscles, moins de graisse. 2, la prévention d'abord, l'activité physique pour tous, et ça c'est le combat de la Fondation, un parcours de soins pour tous. En clair, ce que nous voulons avec la Fondation, c'est qu'on arrête de passer du médecin généraliste vers le chirurgien orthopédiste. Il y a entre les deux beaucoup de choses à faire, et donc ça c'est vraiment un combat de la Fondation Arthrose. Alors, donc, voilà, j'espère que vous êtes convaincus, n'hésitez pas à voter pour moi, et donc surtout à aider la Fondation Arthrose. Vos dons seront utilisés à bon escient. Nous aidons chaque année des chercheurs, nous faisons avancer la recherche. Et puis maintenant, nous sommes en phase de création d'une association de patients. Donc nous avons besoin aussi de votre aide, de votre implication. N'hésitez pas à nous rejoindre. Merci pour votre attention. Bonsoir à toutes et à tous. Merci en tout cas pour la présentation, Monsieur Rontin. Pour ma part, je ne suis pas atteint d'arthrose, du moins pas encore, et j'espère que ça va perdurer comme ça. Mon père l'est, donc c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'utiliser le sport pour véhiculer des messages. Et là, en l'occurrence, j'ai un projet. Le but, c'est aujourd'hui de vous le présenter, pour à la fois sensibiliser sur les thématiques liées au sport, notamment la lutte contre la sédentarité et d'autres thématiques, et en même temps inciter, à travers ce que je fais, à la pratique sportive à tout niveau et en fonction des contraintes de chacun. Pour me présenter brièvement, donc moi je suis d'abord issu du milieu de la natation, donc, qui est le deuxième sport le plus complet après l'aviron et qui a des bienfaits pour on va dire tout ce qui est le fonctionnement de l'articulation et pour éviter l'arthrose, c'est un sport qui est préconisé par les médecins.
Donc j'ai fait de la natation pendant une dizaine d'années, de mes 12 ans à mes 21-22 ans. Et je vais commencer en vous partageant une expérience. C'est qu'en fait, moi j'ai arrêté le sport quand j'ai fait une petite pause de sport dans le cadre de mes études. Où en fait, donc j'ai fait mes études exclusivement sur Paris. J'ai eu une carrière de natation à l'international et j'ai souhaité mettre de côté pour pouvoir me consacrer à un projet qui me tenait à cœur, qui était d'intégrer Sciences Po en master à Paris, que j'ai réussi à intégrer. Et en fait, la charge de travail était tellement importante que j'ai dû mettre le sport de côté pour être diplômé. Et à ce moment-là, en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais j'étais à fond dans mes cours et je nageais quasiment je suis passé de 25 heures de natation par semaine à presque 2 heures pendant toute la durée du master. Et en fait, j'étais fatigué, je dormais beaucoup moins bien, je faisais des insomnies, alors liées au stress aussi, je me concentrais moins bien en cours. Et j'étais beaucoup moins efficace dans, entre guillemets, ce qu'on appelle mes travaux que quand j'étais au lycée ou en licence. Et c'est là où, c'est après coup, je me suis j'ai pris conscience de tout ça. Et voilà, c'était simplement pour commencer à vous partager cette expérience-là où le sport, ça a déjà des bienfaits cognitifs et ça participe à un bien-être, je pense, dans quoi qu'on fasse dans la vie. Et c'est une habitude qu'il faut vraiment intégrer, je pense, au quotidien. Donc j'ai quitté la natation, j'ai été diplômé en 2021 et j'ai souhaité revenir au sport avec une logique de dépassement de soi, puisque c'est un peu la manière dont j'ai été... c'est un peu mon rapport au sport aujourd'hui. Et je me suis dit, plutôt que de nager où finalement la performance ne parle qu'à moi, à mon coach et à mes pairs, c'est-à-dire mes parents et mes meilleurs amis qui me suivaient, ça serait de faire des projets où en fait il y a une médiatisation et de donner du sens à un acte sportif pour lever des fonds au profit de différentes causes qui à la fois me tiennent à cœur pour des histoires personnelles et en même temps qui touchent les gens au quotidien. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé un premier projet pour lever des fonds au profit de la recherche pour le cancer du pancréas en mai 2022. Donc j'ai fait ça avec des sportifs médiatisés. L'objectif c'était de récolter un maximum de fonds parce que c'est le cancer le plus prenant, où en fait 95% des personnes en meurent à partir du diagnostic dans les 6 mois qui suivent le diagnostic. Et c'était pour participer à des nouvelles méthodes de diagnostic et des méthodes de traitement où aujourd'hui il y a des méthodes de traitement qui sont particulièrement limitées. Et c'était à la fois de communiquer sur le cancer du pancréas, qu'est-ce que c'est, pourquoi on a du mal à le diagnostiquer, pourquoi on a du mal à le soigner, à travers des porte-paroles qui sont suivis au quotidien par des médias. Et donc c'est pour ça que je l'ai fait avec d'autres sportifs. J'ai réalisé un autre défi sur une autre sensibilisation, enfin sur une autre de mes sensibilités, qui était le changement climatique. Alors je ne suis pas scientifique, je ne suis pas non plus de formation scientifique, mais le but c'était simplement de traiter le sujet un peu différemment, en se disant je vais faire un effort sportif dans un endroit extrême chaud et dans un endroit extrême froid, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça va réagir sur mon corps. Et le but c'était de m'entourer d'une série de scientifiques pour comprendre en quoi ma santé peut être altérée par du très froid ou du très chaud quand on pratique une activité physique, mais pas que, et d'extrapoler ces données-là pour essayer de comprendre si quelqu'un qui ne fait pas autant de sport que moi, quel impact ça peut avoir. Surtout aujourd'hui, on a des variations de température qui sont assez prenantes. Je vous donne un exemple, j'étais à Paris la semaine dernière, jeudi il faisait 5 degrés, puis 2 jours après il fait 20. Concrètement, et puis dans le métro tout le monde éternuait, tout le monde toussait, finalement s'il y a des phénomènes qui sont beaucoup plus légers comme ça, quelle incidence sur le long terme il peut y avoir sur la santé. C'était un peu de démocratiser ce genre de thématique et d'approche et d'essayer d'apporter quelques éléments de réponse à ce sujet, ou du moins essayer de le démocratiser et inciter les scientifiques à en parler et à étudier là-dessus. Mon défi, donc le but de ma présentation, c'est pas de dire qu'il faut faire du sport extrême pour être bien pour lutter contre l'arthrose ou être en bonne santé. D'ailleurs, c'est un sujet aussi de faire du sport extrême, donc je suis aussi assez critique de ce que je fais au quotidien. Mais je vous le présente. Donc c'est un triathlon en
4 étapes, où l'objectif c'est donc d'avoir 2 étapes vélo dans 2 environnements différents, de la natation et de la course à pied. Une première étape française, où l'objectif ce sera de parcourir un peu les villages de France, un peu à l'esprit du Tour de France, pour mettre en avant aussi le patrimoine culturel, architectural et culturel de chaque zone de France, et en même temps en complément de la partie sportive. Une partie natation qui consistera à traverser le détroit de Gibraltar à la nage, donc c'est quelque chose qui a déjà été fait par une dizaine de personnes dans le monde, et le but ce sera d'enchaîner avec cette partie-là en natation. Une partie altitude au Maroc en vélo, où l'objectif ce sera de avoir cet indicateur de chaleur qu'on n'a pas en France, et de voir si finalement quand on fait du vélo, Monsieur Rontin parlait de l'arthrose au niveau du genou, je pense que, enfin, en tout cas j'ai dans mon entourage des personnes qui ont développé de l'arthrose et qui font beaucoup d'ultracyclisme, donc du vélo tous les jours avec beaucoup de distance. Ça serait de comprendre peut-être, à titre d'exemple, si ces 800 km sous la chaleur serait une incidence ou pas de provoquer de l'arthrose quand on fait du vélo, qui n'est pas un sport violent et de contact. Et une dernière étape qui finalement va être assez intéressante pour l'étude, où en fait le but ce sera de voir si la course à pied en chaleur peut avoir un impact sur la santé et sur des marqueurs d'inflammation, notamment inflammation osseuse. Donc c'est un projet que j'ai pensé il y a 2 ans. Aujourd'hui, il y a une trentaine de scientifiques qui me suivent en France, notamment à l'INSEP, qui est l'Institut national du sport et de l'expertise physique. Le CNEA de Font-Romeu, qui est un centre national d'entraînement en altitude où notamment des athlètes olympiques s'entraînent, et une série de médecins qui appartiennent à différentes sociétés, notamment Artialis, que M. Rontin a présidé et continue de présider d'une manière différente aujourd'hui. Et voilà, d'autres entreprises qui apportent une pierre à l'édifice à ce projet. Sur la dimension scientifique, pour être un peu plus concret, en fait, le but ce sera d'étudier l'impact de ces sports différents sur la dégradation de mon cartilage et de mes os, entre guillemets. Et de poser une question qui est est-ce que l'ultra-distance, où en fait aujourd'hui on a un phénomène de mode sur tout ce qui est ultra-trail, alpinisme, où c'est des sports qu'on pratique de manière intense et très longtemps dans la durée, est-ce que ça impacte et comment, si oui, si ça impacte la santé et la dégradation des os. Ce sera un film qui sera sous forme de documentaire sur des plateformes de diffusion, mais ce n'est pas l'objet de ma présentation aujourd'hui. Je vais m'arrêter là sur cette présentation-là. En tout cas, moi, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent découler de ces échanges-là. Mon objectif, c'est pas forcément de parler que du projet, c'est de montrer par l'expérience qu'en faisant attention ou du moins en pratiquant une activité physique régulière, qu'on peut identifier et éviter d'être sédentaire. Moi aujourd'hui j'ai un travail à côté, à titre d'exemple je fais beaucoup de télétravail et je pense que c'est un sujet aujourd'hui, on a beaucoup plus de visioconférences, on travaille beaucoup plus à distance. Moi ça m'intéresserait par exemple pour ouvrir le débat, et puis après je vous laisserai la parole, quid du télétravail sur l'impact de nos muscles au quotidien. Et voilà, je vous propose d'ouvrir ce débat-là autour de cette première question, si M. Rontin l'accepte. Alors, je propose qu'on commence la partie questions-réponses. Évidemment, on ne va pas faire de consultation. D'accord ? Donc je vous demande de poser des questions assez générales. Si après vous voulez venir discuter d'un problème particulier, je me tiendrai à votre disposition. Mais pour la qualité du débat, évitez de poser des questions trop personnelles. Alors, qui se lance ? Nous, on va passer avec Ludivine près de vous. N'hésitez pas à lever la main bien haut. Bonsoir, merci pour ces 3 présentations.
Je voulais poser une question au professeur Henrotin. Particulièrement, donc vous dites, vous parlez de l'usure, hein, de la vieille éponge ou de la vieillesse d'un vieux pneu, qui sont les causes les plus générales de la venue de l'arthrose. Je me demandais si une cause ou une forme de prévention serait, vous en avez un petit peu parlé, mais l'alimentation. Vous parlez d'un régime méditerranéen, mais est-ce qu'on peut un peu plus développer, en fait? Parce que, voilà, quand on mange de tout, on mange riche, on mange le lait, enfin, vous avez déjà entendu, voilà, le gluten, les associations de différentes nourritures, le sucre, évidemment. Est-ce que ça ne vient pas se localiser et causer également ces problèmes d'arthrose? Alors, merci pour la question qui est vraiment passionnante. Et d'ailleurs, les scientifiques s'intéressent de plus en plus à l'impact de l'alimentation. Et ça, le changement alimentaire fait partie du changement de style de vie. Alors, pour parler simplement, il y a deux choses à faire. C'est agir sur la quantité et agir sur la qualité de l'alimentation. Alors, c'est un fait que la quantité, en fait, qu'il faut éviter de manger évidemment de trop grosses quantités et surtout trop de sucre et trop de graisse pour évidemment éviter la prise de poids et surtout la prise de graisse. C'est important de limiter cette prise de graisse puisqu'on sait maintenant que la graisse, surtout la graisse abdominale, participe à ce qu'on appelle l'inflammation systémique du sang et donc contribue aussi à l'expression de la maladie, donc à l'expression des symptômes articulaires. Donc ça c'est important, c'est limiter la quantité. Et deuxièmement, c'est jouer sur la qualité, puisqu'on sait que certains aliments ont des actions anti-inflammatoires. Et ce sont ce qu'on appelle les polyphénols. Et les polyphénols, on en trouve en grande quantité dans le régime méditerranéen. C'est pour ça qu'on préconise le régime méditerranéen. Donc c'est vrai qu'il faut manger moins de sucre, moins de graisse, manger plus de tout ce qui est contenu dans le régime méditerranéen. Alors, après ça, il y a évidemment, vous trouverez sur Internet des tas de régimes, d'associations, dissociations, tout ce que vous voulez. Moi ici, je vous parle de ce qui fait l'objet d'études scientifiques acceptables par la communauté scientifique. D'accord ? Donc, on ne peut pas non plus entrer dans chaque type de régime en particulier. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, c'est que la qualité, riche en polyphénol, régime méditerranéen, ça aide à lutter contre l'inflammation, riche aussi en vitamine D pour les muscles et pour les os, et pauvre en sucre et en graisse. Ça, c'est pour résumer, c'est ce qu'il faut faire. C'est bien. Voilà. Alors peut-être en attendant que vous vous déplacez, je vais répondre quand même à la question d'Adam, parce que je ne m'étais pas rendu compte, mais il m'a posé une question. C'est à propos du télétravail. Évidemment, le télétravail, avoir une position assise prolongée n'est certainement pas bon pour les articulations. Maintenant, le télétravail, il faut le gérer. On préconise toutes les demi-heures d'essayer de bouger, de se lever de sa chaise, d'aller marcher un petit peu, de faire quelques pas. Il ne faut pas évidemment faire des positions prolongées, assises. Ça, évidemment, c'est très mauvais, à la fois pour la prise de poids, mais aussi pour la fonte musculaire, pour la raideur articulaire. Donc ça, certainement, si vous faites du télétravail, il faut vous discipliner à associer ce télétravail avec une activité physique. Par exemple, toutes les heures, vous allez monter les escaliers de votre maison. Okay, vous le faites plusieurs fois. C'est facile, on peut facilement organiser une activité physique, même à son domicile. Merci. Ici, madame, devant. Bonsoir. Allez-y, madame. Moi, je ne suis pas encore dans le 3e âge. J'ai toujours beaucoup travaillé physiquement, donc beaucoup debout, beaucoup d'efforts physiques, encore aujourd'hui. Donc, quand vous parlez de faire de l'exercice, je veux bien, mais ça devient quand même beaucoup au niveau physique. Au niveau alimentation, je ne suis pas en surpoids. Je varie énormément, le plus possible. Et en fait, les médecins me disent, oui, de l'arthrose, c'est sûrement de l'arthrose que vous avez, mais ce n'est pas inflammatoire. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait rien faire. Pourtant, les douleurs sont vraiment très présentes, et surtout quand je m'arrête. En fait, c'est le repos. Donc, la nuit, les détentes reposantes, comme ici, être assise 2 heures, c'est vraiment très douloureux. Donc, l'effort physique, je veux bien faire un sport,
mais qu'est-ce que ça va m'apporter de plus que l'activité physique que je fais aujourd'hui, surtout pour calmer les douleurs? Alors, merci beaucoup pour votre témoignage. C'est un témoignage super intéressant. Je vais commencer par le début. Vous avez parlé que vous aviez une activité professionnelle assez physique. Alors, il faut bien dissocier l'activité professionnelle et la pratique d'un sport de loisir. Les objectifs et les effets sont totalement différents. Une activité de loisir, comme par exemple une marche d'1 heure à une vitesse assez conséquente, va stimuler au niveau de votre organisme la libération de toute une série de substances qui vont vous aider à contrôler la douleur. Ça va également jouer sur votre bien-être. Ça va jouer aussi sur toutes vos fonctions cardio-respiratoires. C'est totalement différent que de travailler. Et donc, souvent on me pose la question, vous n'êtes pas la première, mais donc il faut vraiment dissocier. Faire un travail physique, ce n'est pas pratiquer une activité physique de loisir. C'est différent. Alors, vous avez mal à vos articulations, vous avez peur de faire une activité physique parce que ça va vous faire mal. Je vous demande peut-être d'essayer de vous faire accompagner. L'accompagnement est important. Vous devez aller trouver un kinésithérapeute qui va vous aider à vous remettre en activité et qui va vous faire un programme d'activité physique progressif. Essayez aussi d'entrer dans un groupe parce que ça va faciliter, ça va vous stimuler, vous motiver à sortir et à faire de l'activité physique. Il y a toute une série de démarches, de barrières à lever pour justement pratiquer cette activité physique. Et vous êtes un bel exemple d'accumulation de barrières pour ne pas le faire. Et donc, c'est pour ça que, et on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais heureusement nous avons une psychologue avec nous, c'est que de plus en plus, on essaye de prendre l'arthrose de façon pluridisciplinaire. Parce que, comme dans la douleur chronique, comme par exemple la lombalgie, il y a besoin d'agir sur différents niveaux de votre santé pour justement aussi vous inciter à reprendre votre activité physique. C'est ce qu'on appelle les barrières et les facilitateurs pour justement essayer de vous remettre en activité physique, mais peut-être que Mme Maty peut dire quelques mots sur cet aspect-là. Mais donc ne mélangez pas tout. Hein. Faire un travail physique, ce n'est pas pratiquer une activité de loisir qui va vous apporter du bien-être. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord, mais après avoir fait, donc, parce que je ne peux pas encore me permettre d'arrêter de travailler, donc après avoir fait l'effort, parce que c'est un vrai effort, du travail physique, la douleur est parfois tellement prenante et fatigante que oui, c'est vraiment très difficile de faire l'effort d'aller faire une activité physique. Pourtant, on fait énormément de marches, de balades, je dirais, oui, on fait des kilomètres, parfois 10 kilomètres de marche. Ça ne me pose pas de problème, comme pour le travail. Le travail ne me fait pas mal en soi, c'est quand j'arrête le travail, comme quand j'arrête l'effort physique d'une promenade de 10 kilomètres, ben là, Vous pouvez aussi essayer d'opter sur une activité physique, comme j'en ai parlé, qui associe le corps et l'esprit. Je pense que ça pourrait peut-être très bien vous convenir. En tout cas, merci pour votre témoignage qui, je pense, a été très utile et a permis d'aborder beaucoup de points. Merci beaucoup. Donc, je suis venu ici avec beaucoup de curiosité parce que ça me touche exactement mon cas, votre titre. Donc, ça fait 1 an et demi que je pratique, amateur bien sûr, la course à pied. Et ça fait 1 année que je lutte contre mon médecin qui me dit que je dois arrêter absolument parce qu'on a trouvé. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de travail à faire, pas uniquement dans les laboratoires, mais aussi aller chercher cette partie de la chaîne qui est un peu fragile, on va dire, entre les expériences et les médecins de base. Et donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir que tout compte fait, vous venez dans mon sens. Donc, je ne dois pas arrêter de courir. Et ça m'aidera pour le futur, en gros, si j'ai bien compris. Oui, continuez à courir dans de bonnes conditions. Hein, donc, avec tous les petits conseils que je vous ai donnés, mais certainement, n'arrêtez pas. Toutes les études actuellement publiées montrent que la course à pied régulière, non, en tout cas, même les marathoniens, parce qu'il y a une étude récente qui vient d'être effectuée sur les marathoniens, ils n'ont pas pu démontrer que le marathon, par exemple, altérait la santé articulaire, aggravait le processus arthrosique. Donc actuellement, tous les indicateurs sont verts pour continuer à pratiquer ce genre d'activité à condition qu'elle soit faite dans de bonnes conditions.
conditions, avec un bon entraînement, du bon matériel, avec une bonne préparation physique avant. Ça, je pense qu'il faut absolument continuer à le faire. Il y a le versant plaisir qui m'intéresse aussi, parce que, en fait, tout d'abord, au-delà d'une heure et demie, ça me dérange, je m'ennuie. Mais surtout, moi, j'aime bien de courir sur du dur, donc l'asphalte, le béton. Ça, c'est contre-indiqué, je sais bien, mais j'essaie d'avoir des chaussures le plus possible amortissantes à ce niveau-là. Et ben voilà, donc encore une fois, merci. Et ça tombe bien. Ça reflète ce que j'avais dans ma tête, en fait. C'est très bien, merci pour votre témoignage qui est très complémentaire du précédent. Donc on a vraiment un débat contradictoire, c'est super. Voilà, on monte un petit peu. Bonsoir, j'aimerais savoir s'il y a des similitudes ou au contraire des antagonismes entre l'arthrose et l'arthrite. Ah oui, merci de poser la question, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons créé la Journée mondiale de l'arthrose, parce que généralement on la met dans les arthrites. Et donc il faut vraiment dissocier l'arthrose, comme je viens de vous l'expliquer, de toute une série d'autres pathologies qui sont liées par exemple à des affections de l'articulation, à des maladies auto-immunitaires, où l'organisme, on produit des anticorps contre des aimants de votre organisme, comme la polyarthrite rhumatoïde. Tout ça, ce sont d'autres pathologies qui conduisent évidemment aussi à la destruction d'articulations, mais qui sont au niveau du processus de développement totalement différent. Donc ici, on parle bien d'arthrose, à distinguer des arthrites septiques, de la polyarthrite, des psoriasis, de toutes ces pathologies qui peuvent être associées à des maladies articulaires inflammatoires, mais qui là sont dues à des composantes immunitaires, inflammatoires sévères ou infectieux. On a répondu à votre question, c'est bon ? Peut-être savoir si vos recommandations, genre être actif, faire du sport, etc., sont valables aussi en cas d'arthrite comme en cas d'arthrose ou pas du tout ? Alors, oui, tout à fait, parce que notamment les recommandations que je vous ai montrées, qui sont extraites des recommandations de l'Association européenne contre les rhumatismes, ce sont des recommandations qui sont valables pour l'arthrose et les arthrites. Alors évidemment, avec la petite distinction, c'est que si vous êtes dans une phase de poussée, où la maladie est en train de ronger votre articulation, pour parler simplement, évidemment, il faut avoir peut-être une période de repos à ce moment-là, diminuer son activité physique pour justement ne pas aggraver le processus de dégradation. Ça aussi, c'est valable pour l'arthrose, et d'ailleurs, vous faites bien ce que je n'en ai pas parlé, c'est que quand on est en poussée inflammatoire dans l'arthrose, il faut évidemment à ce moment-là soigner d'abord l'inflammation, comme je vous ai dit, en prenant des anti-inflammatoires, avant de reprendre l'activité physique. Il ne faut pas s'obstiner à faire du sport quand vous avez un genou gonflé et enflammé, évidemment. Donc là, la petite nuance, c'est ça, c'est qu'en dehors des poussées, pendant les périodes de rémission, l'activité physique est aussi conseillée. Une petite question ici. Bonsoir et merci pour votre conférence. Alors ça confirme comme monsieur que la course à pied, je continue. Alors je ne suis pas dans l'ultra trail comme monsieur Lemierre. Moi je suis plus à 30 km tranquille dans la région d'Aubel par semaine et c'est très bien comme ça. Mais j'aimerais bien que peut-être vous annuliez une légende urbaine sur... quand j'étais jeune, j'ai toujours fait craquer mes doigts et on disait que ça provoquait de l'arthrose quand je serais grand. Alors j'en ai pas, je touche du bois, j'en ai pas, donc tant mieux. Mais en revanche, j'ai un fils de 11 ans qui commence à le faire. Qu'est-ce que je lui dis ? Bon, alors, d'abord, il y a deux légendes urbaines qu'il faut vraiment, on en a déjà fait tomber une, c'est que le sport, c'est pas mauvais pour les articulations. Alors faire craquer ces articulations, le bruit, en fait, il vient simplement d'un changement de pression dans l'articulation. Ça n'a pas d'effet. Je veux dire, tant qu'il ne se fait pas mal et qu'il ne distend pas ses capsules articulaires, ses ligaments, bon, voilà, ça n'a pas d'impact, en tout cas, c'est pas un facteur de risque de développement de l'arthrose. Les ostéopathes font ça aussi. Bon, le premier qui pose une question sur l'ostéopathie, je l'attends. Aïe, aïe, aïe. Professeur... Personne ne veut parler d'ostéopathie ? Bon. Alors, parlons de l'ostéopathie. Ça aussi, c'est une légende. Donc,
Renaud, Oui, enfin, excusez-moi. on va passer peut-être à d'autres questions. Il y en a Je une ne veux ici pas de- fâcher, voilà, fâcher monsieur. la moitié de la salle de suite. Moi, je voudrais parler surtout, voilà, moi j'ai une prothèse, ça fait 12 ans que je l'ai, et mon chirurgien m'a dit de prendre tous les jours 1500 mg de glucosamine au moins. Alors, bon, c'est amusant votre témoignage. Pourquoi? Parce que s'il vous a mis une prothèse, je ne sais pas pourquoi il vous donne de la glucosamine, puisque vous n'avez plus d'articulation, plus de cartilage. Donc Je ne j'imagine que savais c'est parce que plus vous avez de rester l'arthrose debout. ailleurs, hein, que vous avez de l'arthrose à d'autres articulations. Hein. Mais sachez que les dernières recommandations mondiales recommandent de ne plus prescrire de glucosamine. Donc je vous le dis, hein, donc recommande de ne plus le prescrire. Alors vous voulez savoir pourquoi? Ouais. Bon, vous n'êtes pas pressé. Hein. Alors donc pourquoi Je vais vous dire que c'est un peu un problème de société. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné la glucosamine qui a été commercialisée sous forme de médicament. Et donc on savait ce qu'il y avait dans la pilule. Ça avait été développé, il y avait des essais cliniques et tout. Et puis, il y a eu toute une série de compléments alimentaires qui sont venus copier ce médicament et qui, eux, ne contenaient pas la bonne posologie, qui ne contenaient même pas les bons éléments. Et donc, il y a eu beaucoup d'échecs thérapeutiques, beaucoup de déceptions, et ça a poussé le corps médical et scientifique à dire écoutez, maintenant, on n'a plus de preuves que ça marche, il y a tellement de produits sur le marché qui ne sont pas contrôlés, on préfère ne plus recommander la glucosamine. Et puis, il faut savoir que la glucosamine, c'est efficace chez certains patients, pas d'autres. Tout le monde n'est pas répondeur. D'ailleurs, c'est valable pour tous les traitements que je vous ai montrés. Sachez que tout le monde, si je prends ici l'auditoire, tout le monde ne va pas répondre à la glucosamine, à la curcumine ou même aux saponifiables d'avocat de soja. Il y aura toujours à peu près 60%. Les autres ne seront pas des répondeurs. Si vous n'êtes pas répondeur, changez de molécule, trouvez le traitement qui vous convient. Puisque je vous l'ai répété, il n'y a pas qu'un seul patient arthrosique, il y a plusieurs types de patients arthrosiques. Et donc, tout le monde ne répond pas aux mêmes médicaments. Et c'est là aussi que j'en veux un peu au corps médical, c'est cette globalisation des traitements. Allez, prenez de la glucosamine toute votre vie, et puis foutez-moi la paix. En clair, c'est ça. Hein. Et donc, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, la médecine. On doit vous donner de la glucosamine si le médecin juge que c'est bon et qu'il a utilisé la bonne molécule, le bon produit. Et puis, il vous revoit 6 mois après et il vous évalue. Est-ce que ça a été utile? Est-ce que vous avez amélioré votre capacité physique? Est-ce que vous avez moins mal à vos articulations? Si oui, alors peut-être continuer. À vrai pas dire, comme moi ça je de n'ai façon jamais systématique. mal aux autres articulations. Et pourtant, quand on fait des radios, elles sont touchées aussi. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est peut-être de gagner de l'argent. Moi, je vous conseille de faire les économies de l'utilisation de la glucosamine. Ici, au-dessus, monsieur, bonjour. Bonsoir. En fait, j'ai une question un peu particulière. Vous parliez tout à l'heure de craquement. En fait, la mise au repos, forcément, soulage la douleur, supprime le craquement puisque l'articulation se sent bien. Et certaines personnes, vu que j'ai simplement de l'arthrose dans le dos, disent « Oui, mais à force de faire craquer le dos, puisqu'on se sent libéré après du sport ou ce genre de choses, va augmenter le déséquilibre articulaire et va augmenter l'arthrose. » C'est un petit peu contradictoire à un moment donné où on dit « Vaut mieux laisser l'articulation tranquille, se reposer et la stabiliser, et la faire craquer, qui la déstabilise et risque d'augmenter l'arthrose. » Je ne sais pas trop où je dois me situer à ce niveau-là, en fait. Et bien voilà, nous allons donc entamer le débat de l'ostéopathie. C'est tout à fait ça. Donc, je vais essayer de répondre de façon très claire et brève. Donc, quand vous allez chez l'ostéopathe, donc il va vous faire ce qu'on appelle des thrusts. Il va vous faire craquer. Il va vous faire des mobilisations à haute vitesse qui vont faire craquer vos articulations. Il va écarter les articulations. Ça va vous soulager sur le moment, d'accord? Quand on a une lombalgie aiguë, vous allez chez l'ostéo, il vous fait craquer, vous le payez d'ailleurs généralement très bien, et puis vous allez vous sentir mieux pendant quelques semaines, et puis ça va revenir. Alors là, c'est là que je ne suis plus d'accord. Parce que comme le dit très bien monsieur, c'est que l'ostéopathe, il vous a donné
de l'aspirine. Il vous a donné un anti-inflammatoire. C'est exactement ça qu'il a fait. Mais il n'a pas corrigé vos déséquilibres musculaires, il n'a pas étiré les muscles qu'il fallait tirer, il n'a pas renforcé les muscles qu'il fallait renforcer, il n'a pas amélioré votre mouvement, etc., etc. Et donc là, c'est une erreur. C'est d'avoir recours systématiquement à l'ostéopathie pour se soulager, sans derrière soigner la cause et corriger, comme le dit très bien monsieur, tous les déséquilibres. Parce que ça va entretenir le processus douloureux. C'est comme ça que vous allez devenir des douloureux chroniques. Ça va entretenir le processus douloureux et ça va aggraver votre arthrose, dans ce cas-là, lombaire. Et donc l'ostéopathie, parce qu'il n'y a pas que les ostéopathes qui font craquer, hein. Moi, je suis un thérapeute manuel, je fais exactement ce que font les ostéopathes, si ce n'est que je ne m'arrête pas au trust. Je vais plus loin. Je fais après de l'exercice-thérapie, des chaînes musculaires, des tas d'autres thérapies, et surtout, je demande moins cher. Merci, professeur. Voilà, professeur, une petite question ici. Moi, je voulais savoir si l'arthrose avait une origine génétique. Alors, très bonne question. Alors, il y a des arthroses qui sont héréditaires. C'est notamment l'arthrose des mains. Donc, on sait par exemple que les filles de mamans qui souffrent d'arthrose ont beaucoup plus de chances de faire de l'arthrose de la main. Donc, il y a un facteur héréditaire. Par contre, on n'a pas encore pu identifier un gène particulier qui pourrait provoquer l'arthrose. Ce qu'on sait par contre, et c'est plutôt une mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de modifications dans de nombreux gènes qui sont associés à l'arthrose. Ça veut donc dire que la thérapie génique ciblant une cible, un facteur, ce n'est pas pour demain qu'on va trouver une solution à l'arthrose. Parce qu'actuellement, on estime qu'il y a pratiquement 300 gènes qui ont subi des modifications qui seraient liées à l'arthrose. Vous imaginez qu'on ne va pas évidemment cibler ces 300 gènes. Et c'est pour ça que je ne veux pas vous plonger dans un grand désespoir. Mais avant qu'on trouve la pilule miracle, il va encore vraiment falloir travailler beaucoup de recherches. C'est pour ça que dans un premier temps, faire confiance à soi-même et changer son style de vie, changer son approche de la pathologie et même changer son approche du vieillissement, c'est probablement la meilleure thérapie que vous pouvez entreprendre au jour d'aujourd'hui. Mais donc il n'y a pas un gène associé à l'arthrose aujourd'hui comme dans d'autres pathologies. Bonsoir. Vous avez bien expliqué comment éviter l'inflammation de l'arthrose, mais si j'ai bien compris, si on veut vraiment éviter les causes de l'inflammation, c'est faire du sport. Oui, donc il y a évidemment le sport, on en a beaucoup parlé, c'est très bien de reprendre une activité physique de loisir, mais avant le sport, il y a ce qu'on appelle toute la rééducation. Hein. Donc ça, il ne faut pas la négliger, il y a quand même de l'exercice thérapeutique, c'est-à-dire des exercices qui ont vraiment une visée thérapeutique sur une articulation en particulier, sur des groupes musculaires en particulier. Donc ça, il ne faut pas négliger, et ces exercices font partie de cette terminologie de l'activité physique. Donc il faut vraiment utiliser les deux. Dans un premier temps, l'exercice thérapeutique et la reprise assistée d'une activité physique de loisir. Ça, c'est le meilleur traitement, la meilleure attitude que vous pouvez avoir aujourd'hui. Mais ici, je parle vraiment en prévention. Donc quand on n'a pas de prévention, symptômes... oui, il faut... Ça, de toute façon, vous savez, l'OMS le crie haut et fort, il faut réinstaurer l'activité physique dans le plus jeune âge. Vous avez vu que d'ailleurs qu'il y a maintenant des hommes et des femmes politiques qui veulent réimplémenter la gymnastique, vraiment la gymnastique, donc c'est-à-dire l'apprentissage du mouvement en clair, dans les écoles. Non, il faut vraiment faire du sport de façon continue depuis le plus jeune âge. Hein. Ça, c'est très clair. Il ne faut jamais arrêter. Hein. Merci. On est reparti ici, à droite. Voilà. Bonsoir. Je voulais enchaîner par rapport à monsieur. Moi, je faisais plutôt du sport et il y a 4 ans, j'ai plutôt fait une activité professionnelle plus sédentaire où j'ai développé vraiment beaucoup d'arthrose que j'avais déjà un petit peu avant. Donc, j'ai arrêté complètement la course à pied. Mais quand vous dites de faire du sport, il y a des moments où je ne sais même pas aller marcher 5 km. Dans ce que vous avez dit, il faut prendre une pilule anti-inflammatoire avant, une après. Donc ici, on est vraiment dans le cas... j'ai commencé la RPG, donc ça c'est une autre de mes questions. Est-ce que ça peut aider? Qu'est-ce que vous en pensez?
Donc, madame, vous êtes une patiente, d'accord? Ça veut dire qu'ici, vous êtes dans un stade de votre maladie où vous devez être soigné. Et donc, avant de reprendre votre activité physique, donc allez voir votre médecin, allez voir un kinésithérapeute qui va vous soulager, qui va corriger vos déséquilibres musculaires. Et vous allez voir, il y a vraiment maintenant des traitements manuels et des traitements par exercice-thérapie qui sont très efficaces. Et puis, reprenez une activité physique. Donc c'est exactement ce que moi j'ai vécu, ce que vous me décrivez aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu quand j'avais 45 ans. J'ai voulu reprendre une activité physique, je n'étais pas préparé, mes articulations étaient déjà souffrantes, et donc j'ai aggravé le processus. Donc dans votre cas, vous êtes une patiente, ce n'est plus de la prévention. Donc vous devez aller vraiment vous faire soigner, vous faire aider par des professionnels de la santé. Et qu'est-ce que vous pensez de la RPG ? Repositionnement postural. Oui, donc ça, c'est un concept des chaînes musculaires. Je suis tout à fait favorable. C'est d'ailleurs un type d'exercice que je recommande. Vous avez vu, quand je dis que je recommande, c'est les associations mondiales de lutte contre l'arthrose qui le recommandent. Il y a dans ces trois types, il y a les étirements, il y a aussi le renforcement musculaire. Le RPG va agir un petit peu sur les deux. Donc oui, il n'y a pas de souci, c'est un bon traitement. Merci. Ah, je viens, madame. Je vous ai vu. Quelqu'un peut lui passer le micro, s'il vous plaît? Merci, bonsoir. Je vais rebondir sur deux formules que vous avez données. Si on a ces 6 signes-là, craquement, enguirdosement, ankylosement du matin, douleur et ainsi de suite. Parlez devant le micro, madame, s'il vous plaît. Merci. Comme ça? Voilà. Donc, si on a les 6 symptômes qui sont apparus sur l'écran, il n'y a pas besoin de se questionner. On a de l'arthrose, on va chez le kiné. Je ne suis pas d'accord. Il faut d'abord un diagnostic. J'ai mal à la hanche, mais est-ce que ça vient de ma hanche? Est-ce que ça vient de mon genou? Est-ce que ça vient de ma colonne? J'ai été dans le cas, c'est pour ça que je me permets d'interrompre, parce qu'on m'a soigné pour le nerf fessier, qui n'est pas du tout la cause de mes douleurs. Voilà. Alors, deuxième question, puis je m'arrêterai. Vous avez donné le régime méditerranéen, l'exercice bien sûr, les médicaments et l'huile essentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors maintenant, je commence à mieux comprendre la vie des hommes et femmes politiques. C'est dur quand même, franchement. Non, et blague à part. Donc, votre témoignage est vraiment très important. Alors, en Belgique, actuellement, on est obligé d'avoir une prescription médicale pour aller chez le kiné. S'il vous plaît. Ah bon, oui, neurochirurgien, mais si vous voulez aller chez un kiné pour faire des séances de kiné, aujourd'hui, il faut avoir une prescription médicale. Donc, vous devez avoir une prescription, sauf chez les ostéopathes. Ça, vous pouvez y aller sans prescription. Oui, tout à fait. Si j'y vais sans radio, si j'y vais sans scanner, la kiné, elle me soigne le nerf fessier. Voilà. Oui, mais alors, donc ça, attendez, on est un petit peu plutôt dans du médico-légal, parce que normalement, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans une prescription médicale, un avis médical. Et donc, ça, c'est... mais ça, je ne peux pas évidemment juger cette kiné, mais pour l'audience, donc au jour d'aujourd'hui, il faut encore avoir une prescription médicale, donc il faut que vous soyez vu par un médecin avant d'aller chez le kinésithérapeute. Ceci dit, pour le moment, il y a des discussions pour justement avoir un accès direct à la kiné. Et moi, je suis en faveur de ça, mais à condition évidemment qu'il y ait la formation des kinés pour qu'ils puissent faire du screening, donc pouvoir distinguer les différentes pathologies. Je ne vais pas utiliser le mot diagnostic, mais en tout cas faire du screening de patients et voir s'ils souffrent bien de la bonne pathologie. Donc ça, c'est la première chose. Il faut aussi que la formation suive. Et il faut savoir que maintenant, et probablement c'est ce qui va se passer, c'est qu'il y a des kinés qui maintenant ont des qualifications particulières dans des domaines particuliers. Ça veut dire qu'ils ont fait des formations post-universitaires ou post-haute école, et on aura peut-être dans quelques années, quelques mois, parce que les choses bougent, ces kinés-là pourront accepter des patients sans prescription médicale. Mais ils auront une formation derrière pour le faire. Parce que, bon, évidemment, là, on est dans une situation très particulière. Moi, je ne sais pas qui est votre kiné, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Mais ça, évidemment,
c'est aussi valable pour le médecin. Le médecin peut aussi faire un mauvais diagnostic. Hein, donc voilà. Mais moi, ici, je vous dis que normalement, on est obligé de faire en Belgique aujourd'hui. Alors, les huiles essentielles, ben, écoutez, alors là, je vais peut-être vous décevoir, mais scientifiquement, je n'ai pas d'argument pour vous dire qu'il faut les utiliser. Maintenant, si ça vous fait du bien et que ça vous apporte, ça soulage votre douleur, ben, je veux dire, n'hésitez pas à les mettre. Vous voyez, ça ne va pas non plus faire du tort. D'accord? Donc, voilà. Mais il n'y a pas en tout cas d'études scientifiques qui permettent de dire qu'il faut utiliser des huiles essentielles. Ça, clairement. Bonsoir. J'avais une question par rapport à la prothèse du genou. Dans quelles indications est-ce que vous la recommandez? Alors, donc de nouveau, je vais essayer d'être bref. Donc, ce qu'il faut faire, donc, je vais répondre par les recommandations. Les recommandations belges qui viennent d'être publiées par le KCE, donc le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, auquel d'ailleurs la Fondation Arthrose a participé, disent qu'avant d'aller voir un chirurgien, il faut 3 à 6 mois de prise en charge par un kinésithérapeute. D'accord? Ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc, déjà, vous avez un élément de réponse, c'est-à-dire éviter ce saut, médecin généraliste, chirurgien. D'accord? Allez d'abord vers le kinésithérapeute. Faites tout ce qui est non pharmacologique. Soignez-vous. Et je peux vous dire que si vous tombez sur un bon prestataire de soins, il va pouvoir faire beaucoup de choses pour vous. Et puis, si ça ne marche pas, alors à ce moment-là, on a recours à la chirurgie. Mais demandez d'abord à votre chirurgien qu'avant de vous classer dans patient prothèse, parce que le chirurgien, ce qu'il fait, c'est regarder votre radio. C'est ce critère-là qu'il utilise pour vous opérer. Qu'il s'intéresse d'abord à votre douleur, qu'il recherche l'origine de votre douleur. Si la douleur, et j'ai beaucoup de patients, et j'en ai des dizaines tous les jours, parce qu'on a un rapid recovery à l'hôpital où je travaille, la douleur n'est pas liée à l'articulation, à l'os lui-même, mais liée au tendon. Et ce n'est pas parce qu'on va remplacer votre articulation que vous aurez moins mal à vos tendons. Donc il faut identifier l'origine de votre douleur. J'espère avoir répondu brièvement à votre question. Oui. Bonsoir. Au départ, vous avez parlé que les femmes étaient 2 fois plus sujettes à développer de l'arthrose. Dès lors, est-ce que ça a à voir avec les hormones? Et donc, est-ce qu'il y a des études qui ont démontré que lors de la ménopause, on avait plus d'arthrose? Alors oui, donc j'ai voulu être discret sur cette diapositive-là, mais visiblement vous l'avez bien vu. Donc en effet, hein, il y a donc la prévalence augmente, hein, donc la dissociation entre les hommes et les femmes se fait à la ménopause. Et donc on incrimine évidemment les œstrogènes, mais il n'y a pas que les œstrogènes. Il y a aussi tout le changement qui va avec la ménopause, la prise de poids, la prise de graisse, l'accélération de la fonte musculaire. D'accord ? Donc tout ça, évidemment, est associé à la ménopause et peut évidemment aggraver la progression et l'incidence et augmenter l'incidence de la pathologie. Donc, c'est vrai que la ménopause, la périménopause, est une période très délicate chez les dames pour beaucoup de raisons, mais aussi pour les articulations. Et donc, là, il y a moyen de faire de la prévention. Hein. Recommencer une activité physique, faites-vous aider d'une diététicienne pour un régime adapté. Tout ça, il y a des choses vraiment à faire. Hein. Donc, de nouveau, il ne faut pas être fataliste, mais vous faites bien de soulever le problème, c'est que c'est vrai que c'est à la ménopause que les prévalences, les courbes s'écartent entre les deux sexes. Merci. Vu que je suis la voisine, je vais enchaîner, je vais poser une petite question. J'espère que je vais être claire, mais ça s'adresserait peut-être plus à Madame Maty, qui est psychologue. Donc, je me demande s'il y a des études ou des liens qui ont été faits par rapport au mental, à l'effet du mental sur la douleur, justement, et l'amplification de la douleur. On a parlé beaucoup, finalement, plus en termes médicaux, mais je me demande si une personne qui justement aurait beaucoup de stress, qui aurait des tensions en particulier à un moment de sa vie, pourrait déclencher cette arthrose qui aurait été latente, qui aurait été quand même manifestée à un moment donné. Mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à ce sujet-là pour lequel vous avez
des commentaires à faire où on pourrait comprendre davantage. Oui, alors merci pour votre question. Alors je ne sais pas si le stress peut déclencher en soi l'arthrose, mais il est clair que être stressé au quotidien ou sur du long terme va augmenter les douleurs physiques et la perception douloureuse. Donc il y a des choses à faire sur le plan psychologique aussi. Et si on ne diminue pas spécialement la douleur en soi, on peut augmenter quand même son bien-être dans la vie et augmenter sa qualité de vie aussi. Donc voilà. Et souvent dans la gestion de la douleur sur l'aspect psychologique, on va utiliser des techniques comme la relaxation, la décontraction musculaire, la distraction cognitive aussi, le fait de s'investir dans des activités plaisantes qui ne suppriment pas en soi la douleur, mais nous permettent de prendre un peu de distance ou du recul, quoi. Donc il y a des choses à faire sur le plan psychologique, oui. J'ai peut-être juste quand même une petite question pour Adam aussi, moi, parce que lui, qui fait quand même du sport, moi, je suis mal placée, moi j'en fais pas beaucoup, mais j'imagine que pendant les pratiques sportives sur du long terme, il y a quand même des moments où on est démotivé, où on a de la fatigue importante, des douleurs plus conséquentes. Donc comment est-ce que toi tu fais pour gérer ça au final ? Depuis que je fais du sport, ce qu'on m'a inculqué, c'était vraiment l'écoute de soi. Et il y a des semaines où, donc là en l'occurrence pour préparer ce défi, je cours 200 km par semaine. Mais il y a des moments où si j'ai certaines douleurs, je vais diminuer. J'ai pas de scrupules ou je me sens pas mal de diminuer. Je suis vachement à l'écoute de mon corps. C'est-à-dire, s'il faut courir que 15 km dans la semaine, j'irai courir que 15 km. Et c'est pas grave. Et pour une personne qui est juste un adepte de la course à pied, qui prépare un marathon ou juste qui en fait de manière généraliste, comme le professeur Rontin le mentionnait, je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi. Et si on marche 5 km, c'est 5 km de gagner. Si on se sent de faire plus, on fait plus. Mais tout ce qu'on fait est gagné. Et je terminerai avec cette autre chose, c'est la pression sociale qu'on peut se mettre par rapport à ça, où on veut toujours faire plus, ou du moins se lancer des challenges par rapport à ses pairs. Et je pense qu'il faut, alors des fois c'est positif, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention et surtout être à l'écoute de soi. Et je dirais que c'est fondamental de se fixer par rapport à ses contraintes et ses habitudes, et de ne pas avoir peur de faire évoluer sa pratique au quotidien en fonction de ce qu'on peut ou moins faire. Merci. Maintenant, nous sommes pris un petit peu par le temps. Je sais bien que plus on avance et plus vous êtes chaud, mais je crois que nous allons tout doucement aller vers la fin et on va terminer avec une question, une seule question. Il y avait madame qui demande depuis... Oui, bon. C'est pas une question. Oui, je sais, vous avez tous envie, mais ce ne sera pas possible, madame, malheureusement. Mais on en refera, hein. Non, madame, c'est pas possible. Allez, la dernière. C'est toi qui choisis, Ludivine. Merci, bonsoir et merci à tous les trois pour ce bel exposé. Je voulais juste savoir ce que vous pensez des gens qui disent qu'aller sous les tropiques, ça fait moins mal aux articulations. Alors donc ça, c'est vraiment un thème souvent abordé. Il faut savoir que le seul, dans la météorologie, le seul facteur qu'on a pu associer aux douleurs articulaires, ce sont les variations de pression atmosphérique, puisque les articulations sont très riches en récepteurs justement de ces variations de pression. Et donc, par contre, il n'y a pas vraiment de relation en se disant, tiens, il fait froid, j'ai plus mal, ou il fait chaud, j'ai moins mal. C'est plutôt la pression atmosphérique qui serait le facteur qui influence la douleur. Voilà. Vous voulez conclure, madame? Vous n'avez pas de questions, mais vous vouliez... Oh, allez, conclusion. Oui. Non, c'est mieux avec le micro, madame. On est très nombreux et... Oui, voilà. C'était simplement des petites réflexions que moi je fais au quotidien, où on voit qu'une personne âgée, elle a de l'arthrose, oui, mais c'est normal, elle est âgée, et donc c'est comme si elle-même disait qu'il n'y a rien à faire, et je reste dans cet état-là. Deuxièmement, c'est vrai que le sport, on en fait à l'école, on en fait quand on est jeune, et puis une fois qu'on est dans la vie quotidienne, on ne prend plus le temps d'en faire. Et on voit dans certains pays d'ailleurs, pour pallier à ça, ils font du sport à l'endroit de son travail, il y a moyen de faire du sport, etc. Et donc c'est vrai que ça aide les gens.
parce qu'on est d'un naturel assez fainéant. D'ailleurs, quand on va chez le médecin, c'est vrai qu'on veut la pilule miracle. Peut-être que si on lui donnait une prescription médicale de sport, ça nous aiderait à le faire. Et c'est vrai que la chirurgie, c'est dans le même cas, quoi. On va pour la facilité, on n'a pas envie de faire l'effort, de faire du sport, etc. Et voilà, c'est l'être humain, mais on devrait plutôt l'éduquer donc à la base pour être moins fainéant. Eh ben, très belle conclusion, merci. Madame, je vous remercie. Et vous avez vraiment été un public formidable parce que j'ai été challengé ce soir et je crois aussi que... Donc en tout cas, merci pour votre participation à cette conférence et je remercie encore la province de Liège et Madame Misson pour l'organisation.